Et je vais donc donner la parole à Eric Hassan, qui va donc nous parler de la technopathie de la hanche du karatéka. Eric, tu as 9 minutes devant toi. Voilà, donc le karaté, c'est un sport de percussion, pied-point, comme plusieurs autres sports. La boxe française, le kung-fu, le taekwondo, la boxe thaïlandaise et plein d'autres. Alors, les coups de pied au karaté, il faut savoir qu'il y a des coups de pied vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, et on va schématiquement séparer en deux types de coups de pied, les coups de pied vers l'avant et les coups de pied tournants. Il faut bien comprendre que le coup de pied au karaté, ce n'est pas le coup de pied dans un ballot. Tout le mouvement part de la hanche, c'est-à-dire qu'on commence par une flexion maximale du genou, la hanche est en rétropulsion, et puis, alors là on est en train de le voir, donc rétropulsion de la hanche, puis la hanche est projetée vers l'avant en antépulsion, et le coup de pied part, et ensuite on fait une rétropulsion pour repier le genou. Donc ça c'est le coup de pied vers l'avant qui s'appelle le maegeri, le coup de pied tournant mawashigeri. Alors, hanche en abduction, puis la hanche est projetée vers l'avant, le coup de pied part, et ensuite on ramène la jambe. Ça, c'est des coups de pied au ralenti. Vous voyez là, je vais vous montrer un maegeri à vitesse normale. Voilà. Alors, on peut tout à fait imaginer les traumatismes qui se passent dans des coups de pied répétés comme cela. Donc, les technopathies, on va parler d'une part des tendinopathies et bursopathies de la hanche et d'autre part des ressauts de hanche. Alors les tendinopathies, elles peuvent toucher les structures proches du grand trochanter comme le moyen fessier, le petit fessier et le pyramidal. Elles peuvent également toucher en avant le tendon du psoas iliaque. Les facteurs étiologiques, c'est le surmenage mécanique surtout avec facteur prédisposant l'âge supérieur à 40 ans, une activité physique répétitive et prolongée et éventuellement le morphotype, excès ou insuffisance d'antéversion fémorale. Alors les lésions peuvent siéger, comme d'habitude, au niveau du corps du tendon, à l'insertion, elles sont parfois calcifiantes et très rarement des ruptures ou une désinsertion tendineuse. Cliniquement, la tendinite, c'est comme la bursite, c'est des douleurs mécaniques qui sont provoquées par la pression et la contraction contre résistance. Alors sur le schéma, ici vous voyez, alors est-ce que ça fonctionne, c'est ça ? Voilà. Ici, le petit fessier, le moyen fessier avec les bourses séreuses. Ici, la bourse séreuse du psoas iliaque. La forme classique, donc, c'est la forme subaiguë de tendinopathie du moyen fessier, avec une douleur à la pression du grand trochanter et une douleur à l'abduction contrariée. Plus rare, c'est la forme aiguë sur une calcification intratendineuse, comme un peu qu'on peut voir dans les épaules. Alors, ici, une lésion plus rare, hein, ça s'appelle le syndrome du pyramidal, c'est une sciatique tronquée qui est due à la compression du nerf sciatique dans le canal sous-pyramidal. En haut, donc, le muscle pyramidal avec son tendon, c'est la face postérieure, donc les douleurs sont postérieures, c'était décrit par Kovalchuk en 1996, et cliniquement, c'est la douleur à la mise en tension du pyramidal, c'est-à-dire en adduction et rotation interne. Facteur étiologique, le surmenage du pyramidal, ça a été décrit au départ chez les cyclistes, mais ça se voit aussi au karaté. De temps en temps, il y a des malformations anatomiques avec un nerf sciatique qui passerait dans les fibres du pyramidal en plein milieu. Alors, le traitement repos sportif, anti-inflammatoire, antalgique, et les infiltrations locales de corticoïdes. Le diagnostic, la radiographie est normale et c'est pour ça qu'il faut proposer des échographies et une IRM pour confirmer le diagnostic. Alors les hanches à ressaut. Il s'agit d'un accrochage d'un élément tendinomusculaire ou aponévrotique sur le relief osseux. On en distingue trois, le ressaut externe qui est le plus fréquent, le ressaut antérieur qui est le plus souvent chirurgical, et le ressaut postérieur qui est très rare. C'est un siège donc extra-articulaire, hein. Les pathologies intra-articulaires seront traitées ultérieurement, diagnostic facile, les gènes fonctionnels souvent modérés, et avec un traitement chirurgical rare. Alors le ressaut externe, donc c'est le passage du fascia lata en flexion-extension sur le relief du grand trochanter. Donc ici le grand fessier, ici le tenseur du fascia lata, le fascia lata, donc qui va passer à ce niveau-là lors de la flexion-extension.
La fréquence estimée de 25% chez le sportif, avec pour Kovalchuk 50% d'un syndrome d'hyperutilisation. Le conflit il peut se situer donc soit au niveau des parties molles par un épaississement aponévrotique aggravé par une insuffisance musculaire, ou au niveau osseux, et là il va frotter sur le grand trochanter. C'est un ressaut qui est visible, qui est audible, palpable et indolore, et classiquement il apparaît en passant à la position hanchée, c'est-à-dire de la position neutre à une position en flexion, adduction, rotation interne. Et on sent le ressaut. Alors Meyer a décrit un test en décubitus dorsal. Le ressaut il apparaît en passant de l'extension, abduction, rotation externe à la flexion, adduction, rotation interne. Alors, le ressaut externe, une infection bénigne, évidemment, traitement médical, la kinésithérapie, les étirements, l'infiltration, et le traitement chirurgical est rare, a été proposé par Kovalchuk. Lui, il propose donc une fixation du fascia lata, associée, lui, à une section en croix, et la fixation des bords sur le grand trochanter. Le ressort antérieur, c'est un peu plus complexe. Là, il s'agit donc d'un conflit entre le psoas iliaque et sa bandelette aponévrotique au niveau de l'éminence iliopectinée, à ce niveau-là. Alors, ça apparaît lors du passage de la flexion à l'extension, et c'est des douleurs inguinales. Donc, le claquement est inguinal, il est souvent indolore. Le test de Taylor, donc vous voyez, mobilisation active, bien sûr, hein, c'est un test actif avec ressaut perçu en passant de la flexion à l'extension. Il peut devenir gênant. L'échographie peut confirmer le diagnostic, et le traitement, il est médical par des étirements infiltration, et chirurgical. Kovalchuk proposait une section de la lame aponévrotique du psoas, juste au niveau des éminences iliopectinées. Maintenant, ça doit se faire sous arthroscopie, j'imagine. Très rarement, le ressaut postérieur, donc qui est rare, c'est un ressaut qui apparaît lors de l'hyperflexion et sa subluxation de la longue portion du biceps sur la tubérosité ischiatique. Voilà, alors j'ai parlé, donc là c'était lésion extra-articulaire, la coxarthrose, c'est pas moi qui vais la traiter, simplement j'aimerais vous montrer deux diapositives donc, qui m'ont été prêtées par le docteur Hubert Tizal, hein, qui est un karatéka, et c'est sorti de la thèse de médecine de 98 de Gérard Maléfant. Il s'agissait donc de la prévalence de la coxarthrose dans une population de karatékas masculins de haut niveau, âgés de plus de 35 ans et ayant plus de 15 ans de pratique. Alors, une diapositive, vous voyez que dans la population générale, 40 à 70% 40 à 70 ans, il y a 2 à 4% d'arthrose, plus de 70 ans, 10%, et chez karatéka, énorme, 20,8% entre 35 et 55 ans. Voilà, donc c'est pour faire réfléchir sur ces chiffres. Vraisemblablement, on pense que dans les coups de pied tournants en particulier, hein, dans le Mawashigiri, avec l'abduction de la hanche et la rotation du fémur, il y a vraisemblablement ce conflit fémoro-acétabulaire, mais on va en discuter ensuite. Voilà, je vous remercie. Alors, des questions. Ça marche ou pas? Oui, ça marche. Des questions dans la salle? Alors, deux questions. D'abord, la fréquence de l'arthrose, on va en parler tout à l'heure, je suppose, dans les sports de type karaté ou de lancement de jambes, est évidemment extrêmement liée à la déformation initiale de la hanche, qui, lorsqu'il y a une came ou lorsque la tête n'est pas parfaitement ronde ou qu'elle n'est pas correctement centrée, prédispose énormément à cette pathologie. Hein, à tel point qu'on pourrait se demander s'il n'y aurait pas intérêt à avoir un cliché de hanche pour les gens qui veulent faire du karaté à bon niveau, parce qu'on est à peu près certain que s'il y a une déformation en came à l'origine, il y a de fortes chances que les choses se dégradent assez rapidement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là en nous disant, est-ce que si tu as une tête parfaitement ronde à l'origine et tu fais du karaté, probablement tu as assez peu de chances de risque de développer une coxarthrose, alors que si tu as une hanche initialement qui n'a pas une forme correcte, tu as toutes les chances de le faire. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai qu'il y a une anomalie de la morphologie de la hanche. On a plus de risque de faire une coxarthrose. Après, je pense qu'il y a les micro-traumatismes aussi, répétés, les tapes sur les sacs, par exemple. Alors, le karaté a un petit peu évolué
entre ce qui se faisait il y a 20 ans et maintenant. Maintenant, on travaille plus souple. Mais avant, on tapait sur des sacs pendant des heures. Et là, il y avait des micro-traumatismes réguliers, même dans les coups de pied vers l'avant, qui abîmaient aussi la hanche. Dans les clubs de karaté, moi j'ai un souvenir dans le club où je faisais du karaté, on avait une moyenne d'âge de 50 ans, donc t'es pas tout jeune, et ben il y avait 12 qui avaient déjà une prothèse. Bah, c'est pas mal sur des voilà. Donc vraiment, moi si on peut dire d'une chose, bon, en dehors des lésions périarticulaires, c'est le nombre de hanches touchées chez les karatékas. Voilà. D'accord. Oui, une question. Donc, chez les sportifs de haut niveau qui ont une quantité de répétitions de gestes assez importante, est-ce que, en l'absence de douleur, vous vous occupez systématiquement des ressauts? Est-ce que vous essayez, de vous demander une stabilisation? Parce que là, vous parlez de traitement... Non, bien sûr. Enfin, bon, c'est pas clair, mais la chirurgie est très rare. Hein. Si les ressauts non douloureux, il faut rien y faire. Rien du tout. Et avec un ressaut non douloureux et très répétitif, on n'a pas forcément d'augmentation de risque de coxarthrose. C'est extra-articulaire. C'est vraiment le ressaut extra-articulaire ne touche pas la hanche. Hein. D'accord. Hein, voilà. Oui, merci. J'ai entendu que les karatékas avec des prothèses continuaient à pratiquer. Ouais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Enfin, quelle est la durée de vie d'une prothèse chez un karatéka qui reste actif, à quel niveau et tout ça? Voilà, bon, je ne vais pas dévoiler leur topo qui vont parler sur l'échelle des sportifs, mais les karatékas, les prothèses ont une durée maintenant longue, même au karaté, les prothèses, bon, tu vas en parler, je ne vais pas dévoiler les choses, hein, okay, mais ils reprennent le karaté sans problème. La hanche, le genou c'est plus compliqué, là, c'est pas le sujet du tout, hein, mais les hanches, ils reprennent le karaté au bon niveau. Concernant les ressauts, c'est intéressant de savoir que les ressauts de hanches audibles et parfois palpables sont toujours tendineux. C'est-à-dire que même dans les chondromatoses, il n'y a jamais de ressaut réellement dans l'articulation. C'est purement tendineux, extra-articulaire, comme tu le dis. Et comme vous le savez, le ressaut antérieur, souvent, il est dû à une rotation des chefs entre le psoas iliaque sur lui-même. C'est le tendon qui se tord sur lui-même et qui provoque ce ressaut. Ce n'est pas forcément, comme on le pensait avant, un conflit avec l'éminence pectinée. Très bien, merci beaucoup, Eric.